Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors ce soir, cette nuit, c'est avec Stendhal que nous allons partir en vadrouille, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture de son roman intitulé Armance. Nous en sommes au chapitre 14 de cette histoire. Nous allons donc retrouver le héros Octave. Chapitre 14. Un jour, Octave apprit à Paris qu'un des hommes qu'il voyait le plus souvent et avec le plus d'agrément, qu'un de ses amis, comme on dit dans le monde, devait la belle fortune qu'il dépensait avec grâce à l'action la plus basse à ses yeux, un héritage capté. Mademoiselle de Zoïloff, à laquelle il se hâta dès son arrivée à Andilly de faire part de cette fâcheuse découverte, trouva qu'il la supportait fort bien. Il n'eut point d'accès de misanthropie, il ne voulut point rompre outrageusement avec cet homme. Un autre jour, il revint de fort bonne humeur d'un château de Picardie où il devait passer toute la soirée. Que ces conversations sont insipides, dit-il à Armance. Toujours la chasse, la beauté de la campagne et la musique de Rossini, les arts. Et encore, il ment en si intéressant. Ces gens ont la sottise d'avoir peur. Ils se croient dans une ville assiégée et s'interdisent de parler des nouvelles du siège. La pauvre espèce. Et que je suis contrariée d'en être. Eh bien, allez voir les assiégeants, dit Armance. Leurs ridicules vous aideront à supporter ceux de l'armée au milieu de laquelle vous a jeté votre naissance. C'est une grande question, reprit Octave. Dieu sait si je souffre quand je vois dans un de nos salons un de nos amis ouvrir un avis ou absurde ou cruel. Mais enfin, je puis me taire avec honneur. Ma douleur est toute invisible. Mais si je me fais présenter au banquier Martini, eh bien, dit Armance, cet homme si fin, si spirituel, si esclave de sa vanité vous recevra à bras ouverts. Sans doute, mais de mon côté, quelque modéré, quelque modeste, quelque silencieux que je cherche à me faire, je finirai par exprimer mon avis sur quelque chose ou sur quelqu'un. Une seconde après, la porte du salon s'ouvre avec fracas. On annonce monsieur Untel, fabricant à... qui, d'une voix de centaure, s'écrie dès la porte « Croiriez-vous, mon cher Martini, qu'il y a des ultras assez bêtes, assez plats, assez stupides pour dire que... » Et là-dessus, ce brave fabricant répète mot pour mot le petit bout d'opinion que je viens d'énoncer en toute modestie. Que faire? Ne pas entendre? Tel serait mon goût. Je ne suis pas en ce monde pour corriger les manières grossières ni les esprits de travers. Encore moins veux-je donner à cet homme, en lui parlant, le droit de me serrer la main dans la rue quand il me rencontrera. Mais dans ce salon, j'ai le malheur de ne pas être exactement comme un autre. Plût à Dieu que je puisse y trouver l'égalité dont ces messieurs font tant de bruit. Par exemple, que voulez-vous que je fasse du titre que je porte quand on m'annonce chez monsieur Martini? Mais vous avez le projet de quitter ce titre si jamais vous le pouvez sans choquer monsieur votre père. Sans doute. Mais l'oubli de ce titre, en disant mon nom au laquais de monsieur Martini, n'aurait-il pas l'air d'une lâcheté? C'est comme Rousseau qui appelait son chien turc au lieu de duc parce qu'il y avait un duc dans la chambre. Mais l'on ne met pas tant les titres chez les banquiers libéraux, dit Armance. L'autre jour, Madame de Clé, qui va partout, s'est trouvée au bal de monsieur Montange. Et vous savez bien que le soir, elle nous a fait rire en prétendant qu'ils aiment tant les titres qu'elle avait entendu annoncer. Madame la colonelle. Depuis que la machine à vapeur est la reine du monde, un titre est une absurdité. Mais enfin, je suis affublée de cette absurdité. Elle m'écrasera si je ne la soutiens. Ce titre attire l'attention sur moi. Si je ne réplique pas à cette voix tonnante du fabricant qui crie dès la porte que ce que je viens de dire est une ânerie, quelques regards ne me chercheront-ils pas? Telle est la faiblesse de mon caractère. Je ne puis secouer les oreilles et me moquer de tout comme le veut Madame d'Aumale. Si j'aperçois ces regards, tout plaisir va me fuir pour le reste de la soirée. La discussion qui s'établira au-dedans de moi
pour savoir si l'on a voulu m'insulter peut m'ôter la paix de l'âme pour 3 jours. Mais êtes-vous bien sûr, dit Armance, de cette prétendue grossièreté de manière dont vous gratifiez si généreusement le parti contraire? N'avez-vous pas vu l'autre jour que les enfants de Talma et les fils d'un duc sont élevés dans le même pensionnat? Ce sont les hommes de 45 ans enrichis pendant la Révolution qui tiennent le dé dans les salons et non les camarades des enfants de Talma. Je gagerais qu'ils ont plus d'esprit que beaucoup des nôtres. Qui est-ce qui brille dans la chambre des pères? L'autre jour, vous-même, vous en faisiez la remarque douloureuse. Ah, si je donnais encore des leçons de logique à ma jolie cousine, comme je me moquerais d'elle. Que me fait l'esprit d'un homme? Ce sont ces manières qui peuvent me donner de la tristesse. L'homme le plus sot parmi nous, monsieur de... par exemple, peut être fort ridicule, mais il n'est jamais offensant. L'autre jour, je racontais chez les Daumal mon petit voyage à Liancourt. Je parlais des dernières machines que le bon duc a fait venir de Manchester. Un homme qui était là dit tout à coup « Ça n'est pas ça, ça n'est pas vrai ». Je m'assurais qu'il ne voulait pas me donner un démenti, mais cette grossièreté m'a rendu muet pour 1 heure. Et cet homme était banquier? Il n'était pas des nôtres. Ce qu'il y a de plaisant, c'est que j'ai écrit au contremaître de la garderie de Liancourt et il se trouve que mon homme au démenti n'a pas même raison. Je ne trouve point que M. Montange, le jeune banquier qui vient chez Madame de Clay, ait des manières rudes. Il les a mielleuses. C'est la métamorphose des manières rudes quand elles ont peur. Leur femme me semble bien jolie, reprit Armance. Je voudrais savoir si leur conversation est gâtée par cette nuance de haine ou de dignité qui craint qu'on la blesse, qui se montre quelquefois parmi nous. Ah, que je voudrais qu'un bon juge comme mon cousin pût me raconter ce qui se passe dans ces salons-là. Quand je vois les dames banquières dans leur loge au théâtre italien, je meurs d'envie d'entendre ce qu'elles se disent et de me mêler à leur conversation. Si j'en aperçois une jolie, et il y en a de charmantes, je meurs d'envie de lui sauter au cou. Tout cela vous paraîtra de l'enfantillage, mais à vous, monsieur le philosophe, si fort sur la logique, je vous dirai comment connaître les hommes si vous ne voyez qu'une classe, et la classe la moins énergique parce qu'elle est la plus éloignée des besoins réels, et la classe qui a le plus d'affectation parce qu'elle se croit regarder. Avouez que pour un philosophe, il est beau de fournir des arguments à son adversaire, dit Octave en riant. Croiriez-vous que hier, chez les Saint-Imier, monsieur le marquis de qui l'autre jour ici se moquait tant des petits journaux dont il prétendait ignorer jusqu'à l'existence, était aux anges, parce que l'Aurore donne une plaisanterie sale contre son ennemi, monsieur le comte de qui vient d'être fait conseiller d'État. Il avait le numéro dans sa poche. Et c'est un des malheurs de notre position, voir des sots faire les mensonges les plus ridicules et n'oser leur dire « Beau masque, je te connais ». Il faut nous priver des plaisanteries les plus gaies, parce qu'elles pourraient faire rire le parti contraire s'il les entendait. Je ne connais les banquiers, dit Armance. Je ne connais les banquiers que par notre douce remontange et par la charmante comédie du roman. Mais je doute que pour le fond de l'adoration de l'argent, il l'emporte sur certains des nôtres. Savez-vous qu'il est dur de prendre l'entreprise de la perfection de toute une classe? Je ne vous parlerai plus du plaisir que j'aurai à savoir des nouvelles de ces dames. Mais comme disait le vieux duc de à Pétersbourg, quand il faisait venir le journal de l'Empire à si grands frais et au risque de choquer l'empereur Alexandre, ne faut-il pas lire le mémoire de sa partie adverse? Je vous dirai bien plus, mais avec confidence. Comme dit si bien Talma dans Polyeucte, au fond, vous et moi, nous ne voulons certainement pas vivre avec ces gens-là. Mais sur beaucoup de questions, nous pensons comme eux. Et il est triste à notre âge, reprit Armance, de se résoudre à être toute sa vie du parti battu. Nous sommes comme les prêtres des idoles du paganisme, au moment où la religion chrétienne allait l'emporter.
Nous persécutons encore aujourd'hui, nous avons encore la police et le budget pour nous, mais demain peut-être. Peut-être nous serons persécutés par l'opinion. Vous nous faites bien de l'honneur de nous comparer à ces bons prêtres du paganisme. Je vois quelque chose de plus faux dans notre position, à vous et à moi. Nous ne sommes de ce parti que pour en partager les malheurs. Il est trop vrai. Nous voyons ces ridicules sans oser en rire, et ces avantages nous pèsent. Que me fait l'ancienneté de mon nom? Il faudrait me gêner pour tirer parti de cet avantage. Les discours des jeunes gens de votre espèce vous donnent quelquefois envie de hausser les épaules. Et de peur de céder à la tentation, vous vous hâtez de parler du bel album de Mademoiselle de Clay ou du chant de Madame Pasta. D'un autre côté, votre titre et les manières peut-être un peu raboteuses des gens qui pensent comme vous sur les 3/4 des questions vous empêchent de les voir. Ah, que je voudrais commander un canon ou une machine à vapeur, que je serais heureux d'être un chimiste attaché à quelque manufacture. Car peu m'importe la rudesse des manières, on s'y fait en 8 jours. Outre que vous n'êtes point si sûr qu'elle soit si rude, dit Armance. Mais le fût-elle 10 fois plus, reprit Octave. Cela a le piquant de jouer la langue étrangère, mais il faudrait s'appeler Monsieur Martin et Monsieur Lenoir. Ne pourriez-vous pas trouver un homme de sens qui eût fait une campagne de découverte dans les salons libéraux? Plusieurs de mes amis y vont danser. Ils disent que les glaces y sont parfaites et voilà tout. Un beau jour, je me hasarderai moi-même, car rien de sot comme de penser un an de suite à un danger qui peut-être n'existe pas. Armance finit par obtenir l'aveu qu'il avait songé à un moyen pour paraître dans les sociétés où c'est la richesse qui donne le pas et non la naissance. Eh bien, oui, je l'ai trouvé, disait Octave. Mais le remède serait pire que le mal, car il me coûterait plusieurs mois de ma vie qu'il me faudrait passer loin de Paris. Quel est ce moyen? Dit Armance, devenue tout à coup fort sérieuse. J'irai à Londres. J'y verrai naturellement tout ce qu'il y a de distingué dans la haute société. Comment aller en Angleterre et ne pas se faire présenter au marquis de Lansdowne, à M. Brougham, à Lord Holland? Ces messieurs me parleront de nos gens célèbres de France. Ils s'étonneront de ce que je ne les connais pas, j'en témoignerai beaucoup de regrets, et à mon retour, je me ferai présenter à tout ce qu'il y a de populaire en France. Ma démarche, si l'on me fait l'honneur d'en parler chez la duchesse d'Ancre, n'aura point l'air d'une désertion des idées que l'on peut croire inséparables de mon nom. Ce serait tout simplement le désir bien naturel de connaître les gens supérieurs du siècle où l'on vit. Je ne me pardonnerai pas de n'avoir jamais vu monsieur le général Foy. Armance se taisait. N'est-ce pas une chose humiliante, reprit Octave, que tous nos soutiens, et enfin jusqu'aux écrivains monarchiques, chargés de prôner tous les matins dans le journal les avantages de la naissance et de la religion, nous soient fournis par cette classe qui a tous les avantages, excepté la naissance? Oh, si monsieur de Soubirane vous entendez. Ne m'attaquez pas sur le plus grand de mes malheurs, être obligé de mentir toute la journée. Le ton de l'intimité parfaite tolère des parenthèses à l'infini, qui plaisent parce qu'elles prouvent une confiance sans borne, mais peuvent fort bien ennuyer un tiers. Il nous suffit d'avoir indiqué que la position brillante du vicomte de Malivert était bien loin d'être pour lui une source de plaisir sans mélange. Ce n'est pas sans danger que nous aurons été historiens fidèles. La politique venant couper un récit aussi simple peut faire l'effet d'un coup de pistolet au milieu d'un concert. Ensuite, Octave n'est point philosophe et il a caractérisé fort injustement les deux nuances qui, de son temps, divisaient la société. Quel scandale qu'Octave ne raisonne pas comme un sage de 50 ans. Chapitre 15. Octave partait si souvent d'Andilly pour aller chercher Madame d'Aumale à Paris que quelques légers sentiments de jalousie vinrent un jour éteindre la gaieté d'Armance. Au retour de son cousin, le soir, elle fit acte de souveraineté.
Voulez-vous obliger Madame votre mère sur une chose dont jamais elle ne vous parlera? Sans doute. Eh bien, pendant 3 mois, ce qui veut dire pendant 90 jours, ne refusez aucune invitation de bal et ne quittez un bal qu'après avoir dansé. J'aimerais mieux 15 jours d'arrêt, dit Octave. Vous n'êtes pas difficile, reprit Armance. Mais promettez-vous ou non? Je promets tout, excepté les 3 mois de Constance. Puisque l'on me tyrannise ici, dit Octave en riant, moi je déserterai. J'ai une ancienne idée qui, malgré moi, m'a occupée exclusivement hier toute la soirée à la fête magnifique de Monsieur de... où j'ai dansé comme si j'eusse deviné vos ordres. Si j'abandonnais Andilly pour 6 mois, j'ai 2 projets plus amusants que d'aller en Angleterre. Le premier est de me faire appeler Monsieur Lenoir. Sous ce beau nom, j'irai en province donner des leçons d'arithmétique, de géométrie appliquée aux arts, de tout ce qu'on voudra. Je prendrai ma route par Bourges, Aurillac, Cahors. J'aurai facilement des lettres de plusieurs pères membres de l'Institut qui recommanderaient au préfet le savant et royaliste Lenoir. Mais l'autre projet vaut mieux. En ma qualité de professeur, je ne verrai que de petits jeunes gens enthousiastes et changeants qui bientôt m'ennuieraient et quelques intrigues de la congrégation. J'hésite à vous avouer le plus beau de mes projets. Je prendrai le nom de Pierre Gerla. J'irai débuter à Genève ou à Lyon et je me ferai le valet de chambre de quelques jeunes hommes destinés à jouer à peu près le même rôle que moi dans le monde. Pierre Gerla serait porteur d'excellents certificats du vicomte de Malivert qui a servi avec fidélité pendant 6 ans. En un mot, je prendrai le nom et l'existence de ce pauvre Pierre que j'ai une fois jeté par la fenêtre. 2 ou 3 de mes connaissances m'accorderont des certificats de complaisance. Ils les scelleront de leurs armes avec des paquets de cire énormes et par ce moyen, j'espère me placer chez quelques jeunes Anglais fort riches ou fils de père. J'aurai soin de me gâter les mains avec un acide étendu d'eau. J'ai appris à cirer les bottes de mon domestique actuel, le vaillant caporal Vorep. Depuis 3 mois, je lui ai volé tous ses talents. Un soir, votre maître, en rentrant ivre, donnera des coups de pied à Pierre Gerla. Quand il me jetterait par la fenêtre, j'ai prévu cette objection. Je me défendrai et le lendemain demanderai mon congé et ne lui en voudrai nullement. Vous vous rendriez coupable d'un abus de confiance fort condamnable. On laisse voir les défauts de son caractère à un jeune paysan qui est incapable d'en comprendre les traits les plus singuliers. Mais on se garderait bien, je suppose, d'agir ainsi devant un homme de sa classe. Jamais je ne répéterai ce que j'aurais surpris. D'ailleurs, un maître, pour parler comme Pierre Gerla, court bien la chance de tomber sur un fripon. Et il n'aura qu'un curieux. Connaissez mes misères, poursuivit Octave. Mon imagination est tellement sotte en de certains moments et s'exagère si fort ce que je dois à ma position que sans être souverain, j'ai soif de l'incognito. Je suis souverain par le malheur, par le ridicule, par l'extrême importance que j'attache à certaines choses. J'éprouve un besoin impérieux de voir agir un autre vicomte de Malivert. Puisque malheureusement je suis embarquée dans ce rôle, puisqu'à mon grand et sincère regret, je ne puis pas être le fils du premier contremaître de la fabrique de cadres de M. de Liancourt, et il me faut 6 mois de domesticité pour corriger le vicomte de Malivert de plusieurs de ses faiblesses. Ce moyen est le seul. Mon orgueil élève un mur de diamants contre moi, entre moi et les autres hommes. Votre présence, chère cousine, fait disparaître ce mur infranchissable. Devant vous, je ne prendrai rien en mauvaise part, tant votre présence donne de sérénité à mon âme. Mais par malheur, je n'ai pas le tapis magique pour vous transporter en tout lieu. Je ne puis vous voir entière quand je monte à cheval au bois de Boulogne avec un de mes amis. Bientôt, après la première connaissance, il n'en est aucun que mes discours n'étrange de moi. Quand enfin, au bout d'1 an, et bien malgré moi, ils me comprennent tout à fait, ils s'enveloppent dans la réserve la plus sévère et aimeraient mieux, je crois, que leurs actions et leurs pensées intimes fussent connues du diable que de moi. Je ne voudrais pas jurer que plusieurs ne me prennent pour Lucifer lui-même, comme dit M. de Soubirane, dont c'est un des bons mots, incarné tout exprès pour leur mettre martel en tête.
Octave racontait ses étranges idées à sa cousine en se promenant dans les bois de Montlignon, à quelques pas de Mesdames de Bonnivet et de Malivert. Ces folies occupèrent beaucoup Armance. Le lendemain, après que son cousin fut parti pour Paris, l'air libre et enjoué qui allait souvent jusqu'à la folie fut remplacé par ces regards attendris et fixes, desquels, quand Octave était présent, il ne pouvait détacher les siens. Madame de Bonnivet invita beaucoup de monde et Octave n'eut plus l'occasion de partir si souvent pour Paris, car Madame d'Aumale vint s'établir à Andilly. En même temps qu'elle, arrivèrent 7 ou 8 femmes à la mode et la plupart remarquables par le brillant de l'esprit ou l'influence qu'elles avaient obtenue dans la société. Mais leur amabilité ne fit qu'ajouter au triomphe de la charmante comtesse. Sa seule présence dans un salon vieillissait ses rivales. Octave avait trop d'esprit pour ne pas le sentir et les moments de rêverie d'Armance devinrent plus fréquents. De qui pourrais-je me plaindre, se disait-elle. De personne et surtout d'Octave moins que de personne. Ne lui ai-je pas dit que je préfère un autre homme? Et il a trop de fierté dans le caractère pour se contenter de la seconde place dans un cœur. Il s'attache à Madame d'Aumale, c'est une beauté brillante et citée partout, et moi, je ne suis pas même jolie. Ce que je puis dire à Octave est d'un intérêt mat. Je suis sûre que souvent je l'ennuie ou je l'intéresse comme une sœur. La vie de Madame d'Aumale est gaie, singulière, jamais rien ne languit dans les lieux où elle se trouve. Et il me semble que je m'ennuierais souvent dans le salon de ma tante si j'écoutais ce qu'on y dit. Armance pleurait. Mais cette âme noble ne s'abaissa point jusqu'à avoir de la haine pour Madame d'Aumale. Elle observait chacune des actions de cette femme aimable avec une attention profonde et qui la conduisait souvent à des moments fort vifs d'admiration. Mais chaque acte d'admiration était un coup de poignard pour son cœur. Le bonheur tranquille disparut. Armance fut en proie à toutes les angoisses des passions. La présence de Madame d'Aumale en vint à la troubler plus que celle d'Octave lui-même. Le tourment de la jalousie est surtout affreux quand il déchire des cœurs à qui leur penchant comme leur position interdisent également tous les moyens de plaire un peu hasardés. Chapitre 16. Un soir, après une journée d'une accablante chaleur, on se promenait lentement dans les jolis bosquets de châtaigniers qui couronnent les hauteurs d'Andilly. Quelquefois, de jour, ces bois sont gâtés par la présence des curieux. Dans cette nuit charmante qu'éclairait la lumière tranquille d'une belle lune d'été, ces collines solitaires offraient des aspects enchanteurs. Elles acquéraient de la grandeur. Les noires ombres d'une lune resplendissante supprimaient les détails. Une brise douce se jouait parmi les arbres et complétait les charmes de cette soirée délicieuse. Par je ne sais quel caprice, Madame d'Aumale voulait ce jour-là avoir toujours Octave auprès d'elle. Elle lui rappelait avec complaisance et sans nul ménagement pour les hommes qui l'entouraient que c'était dans ces bois qu'elle l'avait vu pour la première fois. Vous étiez déguisé en magicien, et jamais première entrevue ne fut plus prophétique, ajoutait-elle, car jamais vous ne m'avez ennuyé, et il n'est pas d'homme de qui je puisse en dire autant. Armance, qui se promenait avec eux, ne pouvait s'empêcher de trouver ces souvenirs fort tendres. Rien n'était séduisant comme cette brillante comtesse, ordinairement si gaie, daignant parler d'une voix sérieuse des grands intérêts de la vie et des routes qu'il faut suivre pour trouver quelque bonheur ici-bas. Octave s'éloigna du groupe de Madame d'Aumale, et se trouvant bientôt avec Armance à quelques pas du reste des promeneurs, il se mit à lui raconter avec les plus grands détails tout l'épisode de sa vie où Madame d'Aumale se trouvait mêlée. « J'ai cherché cette liaison brillante, lui dit-il, pour ne pas choquer la prudence de Madame de Bonnivet qui, sans cette précaution, aurait bien pu finir par m'éloigner de son intimité.
Une chose si tendre fut dite sans parler d'amour, mais elle répondait parfaitement à la jalousie d'Armance. Quand Armance put espérer que sa voix ne trahirait plus le trouble extrême où ce récit l'avait jeté, « Je crois, mon cher cousin, lui dit-elle, je crois comme je le dois, tout ce que vous me racontez, ce sont pour moi paroles d'évangile. Je remarque pourtant que jamais vous n'avez attendu pour me faire confidence d'une de vos démarches qu'elle fût aussi avancée. À cela, j'ai une réponse toute prête. Mademoiselle Méry de Tersan et vous prenez quelquefois la licence de vous moquer de mes succès. Il y a 2 mois, par exemple. Un certain soir, vous m'avez presque accusé de fatuité. J'aurais bien pu, dès ce temps-là, vous confier le sentiment décidé que j'ai pour Madame d'Aumale. Mais il fallait en être bien traité sous vos yeux. Avant le succès, votre esprit malin n'eût pas manqué de se moquer de mes petits projets. Aujourd'hui, la seule présence de Mademoiselle de Tersan manque à mon bonheur. Il y avait dans l'accent profond et presque attendri avec lequel Octave disait ces vaines paroles une si grande impossibilité d'aimer les grâces un peu hasardées de la jolie femme dont il parlait, et un dévouement si passionné pour l'amie à laquelle il se confiait, qu'elle n'eut pas le courage de résister au bonheur de se voir aimer ainsi. Elle s'appuyait sur le bras d'Octave et l'écoutait comme ravie en extase. Tout ce que sa prudence pouvait obtenir d'elle, c'était de ne pas parler. Le son de sa voix eût fait connaître à son compagnon de promenade toute la passion à laquelle elle était en proie. Le bruissement léger des feuilles agitées par le vent du soir semblait prêter un nouveau charme à leur silence. Octave regardait les grands yeux d'Armance qui se fixaient sur les siens. Tout à coup, ils comprirent un certain bruit qui depuis quelque temps frappait leur oreille sans attirer leurs attentions. Madame d'Aumale, étonnée de l'absence d'Octave et trouvant qu'il lui manquait, l'appelait de toutes ses forces. « On vous appelle » dit Armance. Et le ton de voix brisé avec lequel elle dit ces mots si simples eût appris à tout autre qu'Octave toute la passion qu'on avait pour lui. Mais il était si étonné de ce qui se passait dans son cœur, si troublé par le beau bras d'Armance à peine voilé d'une gaze légère qu'il tenait contre sa poitrine, qu'il n'avait d'attention pour rien. Il était hors de lui, il goûtait les plaisirs de l'amour le plus heureux et se l'avouait presque. Il regardait le chapeau d'Armance qui était charmant, il regardait ses yeux. Jamais Octave ne s'était trouvé dans une position aussi fatale à ses serments contre l'amour. Il avait cru plaisanter comme de coutume avec Armance et la plaisanterie avait pris tout à coup un tour grave et imprévu. Il se sentait entraîné, il ne raisonnait plus. Il était au comble du bonheur. Ce fut un de ces instants rapides que le hasard accorde. Ce fut un de ces instants rapides que le hasard accorde quelquefois comme compensation à tant de maux aux âmes faites pour sentir avec énergie. La vie se presse dans les cœurs, l'amour fait oublier tout ce qui n'est pas divin comme lui, et l'on vit plus en quelques instants que pendant de longues périodes. On entendait encore de temps en temps la voix de Madame d'Aumale qui appelait Octave. Et le son de cette voix achevait d'ôter toute prudence à la pauvre Armance. Octave sentait qu'il était temps de quitter le beau bras qu'il pressait un peu contre sa poitrine. Il devait se séparer d'Armance. Il s'en fallut de bien peu qu'en la quittant, il n'osa lui prendre la main et la presser contre ses lèvres. S'il se fût permis cette marque d'amour, Armance était si troublée en ce moment qu'elle lui eût laissé voir et peut-être avouer tout ce qu'elle sentait pour lui. Ils se rapprochèrent des autres promeneurs. Octave marchait un peu en avant. À peine Madame d'Aumale le revit-elle qu'elle lui dit d'un petit air boudeur et sans qu'Armance pût l'entendre. « Je suis étonnée de vous revoir si tôt. Comment avez-vous pu quitter Armance pour moi? Vous êtes amoureux de cette belle cousine, ne vous en défendez pas, je m'y connais. » « Je m'y connais » fut dit d'une voix pleine qui tranchait avec le ton précédent. Octave n'était pas encore remis de l'ivresse qui venait de s'emparer de lui.
Il voyait toujours ce beau bras d'Armance pressé contre sa poitrine. Le mot de Madame d'Aumale fut un coup de foudre pour lui, car il portait sa preuve avec lui. Il se sentit frappé. Cette voix frivole lui sembla comme un arrêt du destin qui tombait d'en haut. Il lui trouva un son extraordinaire. Ce mot imprévu, en découvrant à Octave la véritable situation de son cœur, le précipita du comble de la félicité dans un malheur affreux et sans espoir. Voilà, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. C'était donc la fin du chapitre 16 du roman Armance de Stendhal. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous invite bien évidemment à nous retrouver sur les réseaux sociaux #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Voilà, excellente nuit si vous vous couchez et très bonne journée si vous vous réveillez. Salut!